Bonsoir et bonjour. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. L'activisme des femmes d'Afrique noire durant les périodes précoloniales, coloniales et post-coloniales est exposé dans le livre « Les femmes dans l'histoire en Afrique noire, dans l'armée et en politique, de la période précoloniale à aujourd'hui ». L'auteur Paskazi Minani Passy, professeure à temps partiel et doctorante, canadienne d'origine burundaise, est notre invitée du jour. Bonjour, bonsoir, soyez la bienvenue à l'émission Les Rendez-vous GK. Maneno ya bure, usijilili hali yako, we haujue umasikini. Angalia wale watu hawalie, hawaombe, wale watu wanaimba kama wanalala njaa. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Waza kama wewe haupashi jua maisha yao, yuwana siye mbali yao, tunaweza wasaidia kila siku. Yeah. Kila siku.
Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Wacha waseme samborera Roma isha yako mbele Watasema waseme samborera Lakini corazón situbi goyera son mayele Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 saisons. La production, les rendez-vous GK. Chaque jeudi, 17, 18, 30 maximum, heure de l'Est. 21h, 22h30, maximum temps universel. Avant l'arrivée de notre invité, appréciez les belles voix de l'Afrique, ce beau continent. Utayo kende kiparie ngaya wasekotuna yo mokolo nini okozonga opangwisanga maya miso mokolo nini okoya papa wemba papa naleli okongenga lokola moya tongo kokomalanga yebake depuis namonaki yo enga nakoma trouble lokola moto liboso ya desheme wapi nzela ya bien otrouble ngai bongo ansi tina ngonga ya minuye bongi eboyinga gizimanora. Si je savais que c'est toi qui allais troubler mon cœur, mais naebisaka na yawe tomona na terre. Et depuis nakutana na yo ngai c'est pas pensé oh. Depuis nakutana na bébé nanalaka te. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Nathalie on a mon fléri et pas ya lola moleka na komiti na poligarde ozate koko komisinga de payse ya bolingo na yo koko malanga koko mon amour koko malanga koko mon amour. I'll be back for you. My love is gone away. I'll be back for you. So far away. Soki a débarqué, Osaka Canada Kayeo, surtout Soki a lati Versace ou bien Nati Congo. Coco, malanga, Coco, mon amour. Coco, malanga, Coco, Mon amour. Coco soki oboyinga. Kokani na yo onga nalinga na motema otiki ata espace te koko ilembo na motema ata na miso Dieu le Père kitoko na nzoto perdu cavalier solitaire solitaire Soki oboyinga nakoza mosusu wapi oya kokani na yo onga nalinga na motema otiki ata espace te koko ilemba na motema ata na miso Dieu le Père kitoko na nzoto perdu cavalier solitaire cavalier solitaire bana Londres Cavalier solitaire montika na ngai Cavalier solitaire cavalier 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 solitaire. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK.
C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes de la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes de la radio 4 saisons. Vous êtes toujours à l'écho de Radio 4 saisons, la perle qui fait parler d'elle-même dans le monde audiovisuel. Comme je l'appelle affectueusement et à juste titre, la radio communautairement mondiale. Oui, nous inondons le monde entier grâce à notre présence sur Internet. Je vous avais promis, elle est là, elle est déjà là. Vous allez l'entendre sous peu. L'auteur Paskazi Minani Passi, auteur du livre Les femmes dans l'histoire en Afrique noire, dans l'armée et en politique de la période précoloniale à aujourd'hui. Oui, elle est là. Avec elle, nous allons voyager. Un voyage qui se veut instructif, constructif. Un échange. Il n'y a pas meilleur canal que Radio 4 saisons. Il n'y a pas meilleure plateforme que les rendez-vous GK. Je suis tout honoré de recevoir une sœur en humanité, Paskazi. Bonne arrivée. Bonjour, bonsoir ma sœur. Bonjour et merci beaucoup mon frère. Comment tu vas aujourd'hui même? Je n'ai pas de choix que de dire je vais très bien, merci. Oh. Tout heureux aussi de t'entendre. Je pense que c'est la première fois que je te reçois ici. Oui, c'est ma première fois. Waouh. Il fallait que tu sois mon invité parce que dans tout ce groupe, toutes ces personnes que je connais, il ne restait que toi. Mais vous m'avez oublié jusqu'au moment où je suis venue vous chercher. Merci beaucoup, Paskazi. Merci beaucoup. Mais là, tu nous gâtes, hein, parce que le dernier livre, ton troisième qui est sorti, qui parle de l'activisme des femmes d'Afrique noire durant les périodes précoloniales, coloniales et postcoloniales, vraiment, je l'ai exploité grâce aussi à tes encouragements. Et je te dis déjà bravo. Merci beaucoup. Et Radio 4 saisons, en ce jour de jeudi 26 octobre 2023, est tout honoré de t'avoir. Et puis, nous allons passer en revue quelques figures emblématiques très importantes de l'histoire de
du grand continent qu'on appelle l'Afrique. Nous allons visiter l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nous allons partir au Burundi, Rwanda, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Angola, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire et Éthiopie. Waouh! Le deuxième chapitre, en l'occurrence, est plein de connaissances. Et moi, j'ai beaucoup appris. Merci encore du beau travail. Merci, c'est un plaisir pour moi. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre sur les femmes? Pourquoi écrire sur les femmes d'Afrique noire durant les 3 périodes précoloniales, coloniales, postcoloniales? En fait, je suis professeure à temps partiel. Et en 2017, je commençais à enseigner à l'Université York. J'enseignais un cours sur le colonialisme et le genre. Et ça m'a étonnée de voir que la grande majorité, je dirais même la majorité écrasante de mes étudiants étaient noirs. Donc, c'est vraiment des jeunes qui veulent ou qui voulaient apprendre, qui voulaient connaître le passé de leur continent, etc. Alors, parmi les conversations que j'ai eues avec mes étudiants, il y a la question qui revenait. Madame, pourquoi c'est toujours l'image négative du continent noir qui circule? Pourquoi les gens ne parlaient pas des bonnes choses qui se sont passées dans l'histoire de notre continent? Pourquoi on ne parlait pas des personnes qui ont accompli ou qui ont contribué énormément? Et tout ce qu'on montre sur l'Afrique, c'est la famine, c'est la guerre, c'est les coups d'État, etc. Ce sont les jeunes dans la mer. Bref, c'est vraiment des choses négatives sur les personnes noires et on ne voit pas des choses positives qui sont publiées. Et moi, en tant que chercheur, bien sûr, j'ai senti cette obligation d'aller fouiller pour répondre à ce besoin de nos jeunes qui veulent voir, qui veulent lire des bonnes choses sur le continent noir, parce que des bonnes choses existent, mais il faut aller pour faire la recherche, il faut y mettre son temps, il faut y mettre son énergie, il faut y mettre son argent aussi pour arriver à publier un livre. Waouh, bravo. Donc ça, c'est un des objectifs, mais aussi il y a l'autre objectif, c'est l'activisme de mon côté. L'activisme est dans le sens où j'ai noté qu'il y a une tendance de chercher à normaliser l'utilisation du mot haine dans un enseignement supérieur. Le mot haine voulant dire nègre, moi je me permets de le dire parce que je suis une femme noire. Je vis les conséquences des traits noirs en Amérique du Nord, donc j'ai cette permission d'utiliser le mot littéralement. Donc c'est ça. Cette tendance de chercher au nom de, entre guillemets, la liberté d'expression, chercher à utiliser ce mot haine en enseignement, ça m'a poussé à me poser des questions. Est-ce que les gens comprennent vraiment que ce mot dénigre les personnes noires, que c'est un mot qui déshumanise les personnes noires? Est-ce que les gens comprennent l'origine de ce mot et les conséquences continues de ces mots sur les vies des personnes noires? Et je me suis dit encore une fois, qu'est-ce que je peux faire en tant que chercheur? Alors je me dis que peut-être en mettant de l'avant ce que les personnes comme moi ont accompli dans l'histoire, dans le passé, et montrer aussi ce que ces gens sont en train de faire jusqu'à maintenant, peut-être que je peux apporter une petite contribution visant à changer. Et encore, je dis peut-être que visant à changer l'image de qui nous sommes en tant que personnes noires. Merci en tout cas, c'était un beau travail. Moi, j'ai décortiqué le livre et puis j'ai beaucoup appris. Déjà même lors de la préparation, j'ai été appelé et puis j'ai dit « Waouh, ma chère, tu m'as ouvert les yeux sur plusieurs aspects. » Merci encore. Je rappelle que le livre, c'est « Les femmes dans l'histoire en Afrique noire, dans l'armée et en politique, de la période précoloniale à aujourd'hui ». Et pour vous donner succinctement une petite bio sur notre invitée, elle a si bien dit, elle est professeure à temps partiel et doctorante. Elle est canadienne aussi, d'origine burundaise. Elle s'intéresse à la colonisation,
aux rapports sociaux des races et des sexes, à la diversité dans les représentations, à la gouvernance mondiale, aux enjeux liés au développement social, économique et politique des sociétés. Donc, c'est quelqu'un du domaine, quelqu'un qui sait d'où elle vient, où est-ce qu'elle veut aller. D'ailleurs, elle a déjà écrit 2 livres. Le premier, c'est Burundi, les relations interethniques et intra-ethniques et la réconciliation. Et le deuxième, c'était Femmes en politique au Burundi, Femmes en politique au Burundi, leur nombre, leur influence. Merci encore, Pascasie, de ta présence ici. Et avec ta permission, on va commencer déjà. On a dit qu'on allait mettre l'eau à la bouche. Je ne sais pas s'il faille dire l'eau à l'oreille là, ou bien quoi, mais bon. Mais les gens nous écoutent, on ne va pas mettre l'eau à l'oreille, sinon ils ne vont plus nous entendre. On va mettre l'eau à la bouche des auditeurs et auditrices pour que vous alliez justement acheter le livre. Il est paru aux éditions Sepia. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est Sepia ou bien Septa. C'est Sepia. Sepia, ok. Sepia, et ça fait partie de l'Harmattan en fait. Ça fait partie de quoi? De l'Harmattan. La maison d'édition l'Harmattan. Ok, merci encore, merci. Nous sommes toujours là à l'émission Les Rendez-vous GK et ça se passe sur Radio 4 Saisons. La différence, c'est ici. Merci encore de votre confiance. Au chapitre 2, à la page 36, tu parles de la reine au Burundi qui s'appelle Ririkumutima. Et tu parles à la fois de son pouvoir politique et militaire. Succinctement, nous allons passer en revue des figures très emblématiques, symboliques, militantes, défenseuses. Et donc, dis-nous succinctement ce que nous devrions savoir un peu plus sur cette dernière. En fait, il s'agit d'une femme, la reine-mère Ririkumutima, qui a dirigé le Burundi avec son fils Mutaga IV. Et c'était de 1908 à 1917. C'est une femme qui a joué un rôle très important dans l'histoire du Burundi. En fait, non seulement qu'elle a dirigé le Burundi, mais aussi elle a montré sa capacité. Elle a changé cette image que parfois on fait des femmes qui sont là pour prendre les ordres, ou bien les femmes qui sont là pour suivre les autres. Mais elle, au lieu de suivre les autres, elle a dirigé le pays. Et elle a dirigé durant la période là où son fils, qui était trop jeune, avait besoin du soutien. Le soutien des conseils politiques, les stratégies pour l'armée. On s'entend très bien que ça, c'était vraiment la période là où il y avait les Européens qui envahissaient nos territoires pour la colonisation. Donc, c'était pas vraiment une période facile pour elle de diriger, mais c'est quand même une femme qui a su comment imposer sa façon de diriger, comment protéger le territoire, comment protéger son pays. Et ça, à mon avis, c'est très important, parce que la protection du territoire, souvent, est liée au sexe masculin. Mais dans ce cas, on voit que non, il s'agit d'une femme qui a protégé son peuple. Et d'ailleurs, cette reine-mère va s'associer à une autre aussi qui est au Rwanda. C'est la mère Kanjogera, c'est ça? C'est la reine-mère Kanjogera qui, elle aussi, a résisté même à l'occupation des colons. Et elle a résisté vraiment à la colonisation du Rwanda. Et elle a été une femme très forte contre la colonisation, ferme. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait le Rwanda pour les Rwandais et ne voulait pas l'occupation du Rwanda par les Européens. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup aimé ce fait de se mettre ensemble là aussi, puis de combattre l'ennemi commun. Exactement. Et puis, il y a eu ce petit côté un peu sombre. C'est moi qui l'appelle comme ça.
cette affaire de coup d'État là, j'ai dit mais c'est quoi? Il y a longtemps les gens font coup d'État en Afrique ou bien dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, la politique c'est le jeu des pouvoirs. C'est ça. Le jeu des pouvoirs, les gens qui sont autour, tout le monde veut gouverner. Alors moi je dis que parfois les gens disent que les femmes ont un comportement différent quand elles se lancent en politique. Je dis oui et non. Oui, dans le sens où parfois elles vont apporter une lunette qui est différente en ce qui concerne les programmes sociaux, par exemple, et l'inclusion de certains programmes qui tiennent compte de l'intersectionnalité. Tandis que quand je dis non, c'est parce que les femmes aussi sont des êtres humains comme tout le monde, en fait. Ce sont les êtres humains qui ont des ambitions. Donc, elles sont capables de faire des coups d'État, oui. Ouais. Il y a eu cette mésentente entre le fils adoptif et le fils de sang. J'ai dit, bon, waouh. Est-ce que... Je pense qu'à mon avis, elle a dit, mais pourquoi le fils de l'autre peut gouverner si moi-même j'ai mon propre fils? Donc, je ne dis pas que c'est la bonne chose qu'elle a fait, mais encore une fois, je reviens sur le fait que les femmes sont des êtres humains. Tout à fait. Ça veut dire être humain, ça veut dire ambition, ça veut dire parfois les intérêts mal déplacés. Ça veut dire, par exemple, utiliser tous les moyens pour arriver aux fins. Donc, si, c'est ça. C'est une femme, mais c'est un être humain. En tout cas, moi, j'ai apprécié la sincérité intellectuelle parce que c'est vrai, le livre est là aussi pour positionner les femmes, mais tu as dit la vérité, c'est qu'était l'histoire même. Comme on le dit, l'histoire est têtue. Et tu as dit la vérité, tu as dit, ben voilà, on est fiers, puis on est content de cela. Comme tu l'as si bien dit tantôt, ce sont des êtres humains et puis nous sommes dans une relation de pouvoir. Voilà, donc merci encore à toi. Hein. Quand on parle de l'armée, on parle de la police, ce sont les rapports de pouvoir. C'est ça. C'est pas un morceau de pain qu'on t'amène sur un plat et puis on te donne, non. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ça. Merci. On va quitter l'Afrique de l'Ouest, donc Burundi, Rwanda, et aller en Afrique de l'Ouest. On va quitter l'Afrique de l'Est, voilà. Burundi, Rwanda, et aller en Afrique de l'Ouest. Précisément au Burkina Faso, où la princesse Yenega, guerrière, chevalière et chef de l'armée de son père, a fait parler d'elle aussi. Oui, en fait, cette princesse, elle accompagnait son père à la chasse. Hein. C'est une fille qui, en grandissant, a appris à tirer à l'arc et à manier la lance. Donc, elle s'est formée depuis son enfance et son père aussi était fier de l'accompagner dans la formation. C'est-à-dire que, contrairement aux autres... comment je dirais, contrairement à l'éducation qu'on donne souvent aux jeunes filles d'aller s'occuper des tâches domestiques, son père a vraiment permis qu'elle développe les outils pour se battre, les outils pour combattre, les outils pour mener la guerre. Donc, en ayant déjà cette formation de l'enfance, elle a su vraiment comment utiliser ça parce qu'elle a été une princesse qui a marqué l'histoire du Burkina Faso. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a l'auteur princesse Yenenga de Ouagadougou. Donc, c'est une femme c'est une figure historique pour le pays. Et à mon avis, je me dis que ce sont des bons exemples qu'on doit mettre de l'avant, surtout pour les jeunes générations. Pour les jeunes générations qui pensent que je n'ai pas de modèle à suivre, donc je croise les bras, je laisse tomber parce que j'ai personne à regarder comme modèle. Non, il y a beaucoup de modèles. C'est à nous d'aller fouiller et de voir ces modèles. C'est ça. Comme les Anglais ou les anglophones le diraient, the role model. Et nous en avons dans l'histoire. Nous en sommes fiers. Et l'auteur, justement, Pascazi, que nous recevons, met en exergue toutes ces figures emblématiques, dignes de l'histoire africaine, qui ont combattu depuis les périodes pré-coloniales, coloniales, et jusqu'à nos jours. Bien sûr, on a encore des figures emblématiques. Vous pourriez aussi continuer aussi la recherche. Elle est là. Elle ne prétend pas avoir tout donné.
elle est là aussi, elle a joué sa part. Donc à nous aussi d'aller chercher. C'est pour cela, moi, je pense que ce livre est bienvenu aussi pour le diffuser dans nos communautés ici. On arrive au Nigeria avec la reine guerrière Amina. Oh, Amina, c'est une femme qui a élargi son territoire au XVIe siècle, en fait. Cette femme, elle a conquis certains des anciens États Hausa, ainsi que Nupe et Kororofa. C'est une femme qui a ordonné, par exemple, la construction de grandes fortifications pour défendre ses villes. Et ça, on voit vraiment une femme stratège qui sait quoi faire. Et encore une fois, on revient à la protection du territoire par les femmes. Et selon l'histoire ou bien selon les écrits, une partie des murailles qu'elle a construites subsiste encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est vraiment, ça reste toujours dans l'histoire, mais encore une fois, on n'en parlait pas assez. On n'en parlait pas assez. Par exemple, pour parler d'une femme qui a élargi le territoire, qui a conquis d'autres villages pour élargir si c'était pour de nos jours, on allait dire qui a élargi son pays. C'est quand même une femme qui a une vision. C'est pas une femme qui a juste dit je reste, je protège mon territoire, je dirige mon peuple et puis je suis satisfaite. Non, elle a dit oui, je dirige, mais en même temps, je vais élargir mon territoire. Et à mon avis, ça fait d'elle une femme, encore une fois, exceptionnelle. Pas parce que d'autres n'étaient pas exceptionnelles, mais elle apporte une autre chose, une autre stratégie de conquérir. J'ai aussi découvert qu'au Ghana, parce que justement, nous partons maintenant au Ghana, et j'ai découvert que à la page 41 de ton livre, tu dis, je cite, « Contrairement aux reines-mères d'autres sociétés africaines, celles de l'Empire Ashanti n'étaient ni les épouses des rois, ni les mères des rois. Une reine-mère Ashanti était une partenaire de reine. » Fin de citation. Ça, j'ai beaucoup appris ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, c'est parce que dans plusieurs pays, les reines-mères étaient déjà formées politiquement parlant et militairement parlant, dans le sens où, dans leur socialisation, elles grandissaient dans l'environnement politique. Elles grandissaient en voyant les personnes qui dirigent parce qu'elles étaient des épouses des rois. Vous voyez? Ou bien elles étaient des mères des rois. Toutefois, il y a l'exception de Ya Asantewa. Ya Asantewa qui, elle, n'était ni épouse du roi, ni mère d'un roi. Donc, elle, vraiment, elle fait l'exception. Et son exception n'est pas seulement notée au niveau de l'environnement dans lequel elle a grandi, mais c'est aussi dans sa résistance. C'est une femme qui a résisté l'occupation des colons anglais. En fait, cette femme, elle a lutté, bien qu'elle soit déjà à l'âge, qu'on peut dire à l'âge adulte, elle était déjà de sa peine. Elle a soutenu les hommes à combattre, elle a organisé ce que de nos jours on peut dire la rébellion, entre guillemets, pour défendre le trône d'or. Et le trône d'or, à cette époque, c'était un symbole pour le pouvoir des Ashanti. Alors cette femme, elle a dit, moi je dois jouer un rôle. Ce trône d'or ne peut pas se retrouver en Angleterre parce que c'est le trône d'or qui symbolise notre pouvoir en tant qu'Ashanti. Non seulement qu'elle a organisé, entre guillemets, la rébellion pour protéger ce trône d'or, elle a su comment faire fabriquer le trône d'or qui n'était pas original. Et quand, à la fin du combat, les Anglais ont pensé pouvoir gagner parce que effectivement, les Anglais avaient les armes beaucoup plus sophistiquées, modernes, tandis que les Africains et Africaines avaient des armes traditionnelles, donc moins efficaces. Quand ici, il y a les deux rapports de pouvoir très inégaux. Donc, c'est sûr que les Anglais, à la fin de la guerre, ont gagné. Mais en gagnant, ils ont pu prendre le trône d'or qui n'était pas original. Ya Asantewa et son groupe ont su comment enterrer le trône d'or original. C'est ça. Vous voyez?
Donc, encore une fois, ça montre d'autres stratégies. Quand j'écrivais ce livre, moi-même, j'étais fascinée. Je disais, waouh, qu'est-ce que je vais découvrir? Je me disais, mais qu'est-ce que je vais découvrir encore? Ce qui m'a beaucoup plu aussi, parce qu'on sait que c'était vraiment des sociétés généralement dominées par les hommes. Et là, dans le cas de ça, Ya Asantewaa, on dit à la page 40, tu dis, bien sûr, pendant que les chefs Ashanti étaient prêts à donner le trône, Ya Asantewaa s'y opposait. Et donc, elle est allée même contre les hommes. Tu vois, ça c'était vraiment quelque chose aussi qu'on doit retenir, hein, et puis enseigner aussi. Les hommes, en fait, il y a les discours qu'elle a tenus. Je n'ai pas mis dans le livre parce que c'est un long discours. Je n'ai pas voulu le couper pour ne pas vraiment diminuer sa qualité. Ces discours-là, il disait aux hommes, si vous ne voulez pas porter les pantalons et défendre notre trône d'or, nous les femmes, nous allons porter les pantalons. Waouh! Oui, toi tu portes le pantalon depuis longtemps là, hein? Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écho de Radio 4 Saisons. L'émission, c'est les Rendez-vous GK. Et nous recevons Pascasie Minani Passy, auteur de Les femmes dans l'histoire en Afrique noire, dans l'armée et en politique de la période précoloniale à aujourd'hui. Et Pascasie est professeure à temps partiel et doctorante. Elle est canadienne d'origine burundaise. Elle s'intéresse à la colonisation, aux rapports sociaux des races et des sexes, à la diversité dans les représentations, à la gouvernance mondiale et aux enjeux liés au développement social, économique et politique des sociétés. Et justement, nous sommes en train de passer en revue quelques figures ici et là dont elle a fait cas dans le chapitre 2, en l'occurrence, parce que nous avons décidé d'en parler amplement, et le reste des chapitres, le reste du livre, vous allez aller découvrir cela. N'oubliez pas de l'acheter. Vous pourriez passer commander aux éditions Sepia. Merci Pascasie. Nous allons maintenant en Angola, en Afrique du Centre. Avant de revenir en Afrique de l'Ouest, on parle de la reine Anna Zinga. Et on dit quelque part, la reine dont la flèche trouve toujours le but. Moi, j'ai aimé ça là. Ça veut dire que quoi? Elle était vraiment puissante là. Hein? Elle ne manquait jamais sa cible là. Si on peut dire une stratège, ça c'est Anna Zinga. Wow. Anna Zinga, c'est la femme qui est là. On ne parlait pas du 19e siècle. On parlait du 15e siècle. Parce qu'en fait, je dois souligner le fait que les Portugais ont commencé à occuper les territoires africains, notamment en Angola, au Mozambique, et Cap-Vert, d'autres pays, dès le 15e siècle. Donc, ce n'est pas vraiment la colonisation qu'on apprend du 19e siècle. C'est-à-dire que ça remonte vraiment dans l'histoire. Et cette femme, quand elle a vu que les Portugais commençaient à occuper son territoire, occuper des villages, un village à la fois, elle a été choisie d'abord par son frère, qui était le roi. Donc son frère, connaissant les capacités de négocier de sa sœur, il a envoyé sa sœur à Luanda, qui est la capitale d'Angola présentement. C'est là où habitaient c'est là où était le siège ou l'administration portugaise. Donc son frère a envoyé Anna Zinga pour aller négocier la protection de leur village. Et Anna Zinga, en étant en discutant avec les Portugais, c'est-à-dire que c'est une femme qui parlait déjà leur langue. Wow. C'est une femme qui parlait leur langue, et elle parlait plusieurs langues en effet. Et cette femme, elle négociait l'arrêt de l'exportation des esclaves vers l'Europe et les Amériques. Parce qu'à cette époque, il y avait non seulement le pillage des matières premières d'Angola, mais aussi il y avait le pillage des êtres humains, notamment ce qu'on connaît comme l'esclavage. Et elle est allée négocier pour la protection de son territoire et de son peuple. Malheureusement, comme la machine devrait tourner du côté des colons,
les termes négociés n'ont pas été respectés. Entre-temps, 2 ans plus tard, Anna a pris le pouvoir et elle s'est rendue encore une fois auprès des Portugais. Et là-bas, sachant que les Portugais étaient de croyances religieuses, elle s'est convertie. Donc, elle a dit, si je me convertis, je deviens une de l'air, je deviens comme eux. Donc, on va pouvoir utiliser le même langage dans la négociation. Et encore une fois, je montre une autre stratégie d'une autre femme exceptionnelle du 15e siècle qui a su lire la pensée des colons de l'époque en disant ces gens nous appellent les personnes qui ont d'autres dieux, alors je vais adorer leurs dieux. Je vais entrer dans leur logique spirituelle. Elle s'est convertie et a été baptisée par les chrétiens au nom de Dona Ana Zinga. Et là, les Portugais ont vu la bonne volonté. Ils ont signé les termes pour la protection de ces villages, donc Ndongo et Matamba. Toutefois, plus tard, la personne ou le gouverneur portugais qui était là lors des négociations a été rappelé par le Portugal. Et un nouveau administrateur qui s'est rendu en Angola n'a pas pu respecter les termes signés entre Anna et les Portugais. Donc, il a tout annulé. Il a recommencé le pillage des ressources naturelles et le pillage des êtres, notamment l'esclavage des Angolais. Comme quoi, j'ai envie de dire, c'était beaucoup plus un contrat entre 2 personnes plutôt qu'entre 2 États ou bien entre 2 nations. Exactement. C'était beaucoup plus un contrat entre 2 personnes basé sur la stratégie d'Anna de se convertir, de montrer la bonne volonté de collaborer avec les Portugais. Mais elle aussi, après, elle s'est vengée parce que dans l'histoire d'Angola, il y a le moment où les Hollandais ont renversé le pouvoir des Portugais et Ana Zinga a profité pour trouver de nouveaux alliés et travailler avec eux. Elle n'était pas petite aussi. Hein. Elle savait aussi comment jouer avec la nouvelle puissance à la mode, donc travailler avec les Hollandais. Malheureusement, les Hollandais n'ont pas continué à diriger l'Angola. Ils ont quitté après quelques années. Les Portugais ont repris le pouvoir. Ils ont repris leur machine d'envahir, de piller les ressources naturelles et piller les personnes angolaises. Ouais. Merci encore. Merci en tout cas. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, entre autres, des pages 43, 44, là, quelques extraits, je lis. Tu dis qu'elle s'est inspirée de l'organisation de l'infanterie en carré discipliné. Elle s'est inspirée de cela à partir de ce que les Européens faisaient déjà. Ça, c'était déjà bon. Et puis... C'était une femme très intelligente. Quand elle a vu que les Hollandais sont partis et puis elle se retrouve encore avec les Portugais, elle savait très bien que les Portugais vont attaquer encore une fois. Elle a commencé à organiser la défense en recrutant les personnes des villages voisins, donc faire des alliés entre son royaume et le royaume des voisins. Non seulement ça, elle a envoyé les espions à Luanda pour que ces espions aillent voir comment les Blancs s'organisent, comment les Blancs font leurs choses. Qu'est-ce que ces personnes ont que nous n'avons pas encore? Alors, à partir de ces informations, elle s'organisait en conséquence. C'est ça. Et donc, bref, on voit vraiment une femme qui s'est battue sur tous les fronts. C'est ça. Diplomatique, religieuse, armée, politique et tout. Elle encourageait l'intégration même des femmes au sein de l'armée et puis des femmes aussi comme espionnes, hein? C'est ça. Exactement, et puis, quelque chose... Et à cette époque, c'était facile d'envoyer les femmes comme espionnes parce qu'on est au 15e siècle, là où, 15e, 16e, là où en Europe, on ne voyait pas vraiment les femmes s'impliquer dans les affaires publiques. C'est ça.
C'est ça. Ce qui veut dire que pour les Européens, voir les femmes qui se promènent autour, qui regardent, ils disaient, ce sont les Noirs curieuses. On ne pouvait pas vraiment les suspecter. Tandis que c'était des femmes qui étaient au service de leur reine. C'est ça. Une leader visionnaire. Waouh! Oh. J'ai beaucoup apprécié ça. Un aspect aussi qui m'a frappé dans sa description, tu as dit quelque part, elle offrit l'asile aux réfugiés. C'est à la page 44. Oui. Ouais. Parce que les gens, avec l'esclavage, on sait très bien que les Blancs attaquaient les villages et puis prenaient les jeunes, les jeunes, les personnes qui avaient encore la force, hommes, femmes, même les jeunes enfants. Donc, les personnes qui arrivaient à fuir et à échapper, la reine leur donnait le refuge. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait un cœur pour les gens. Merci encore. Et puis on arrive à un groupe de soldats, de guerrières. Et là, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, au regard de ma modeste expérience, je puis dire que les Amazones, justement, c'est d'elles dont il s'agit, sont de loin les femmes militaires les plus connues. Parce que avec ma modeste expérience, comme je l'ai dit, quand je parle ici des fois de tout ce qu'il y a eu comme l'armée, tout ce qui est résistance, le nom Amazon revient. Et moi, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas poser cette question à Pascasie? Pour toi, est-ce que tu es d'avis avec moi en disant que ce nom-là revient le plus souvent? Est-ce que c'est à tort, c'est à raison? Les gens ne savent pas trop, voilà. Je pense que les gens ont une idée. Quand on parle des Amazones, on voit déjà femmes en uniforme. Femmes et résistance. C'est ça. Femmes et combat. Donc, il y a au moins l'élément commun qui revient, donc femme et force. Excellent. Oui. Donc, ça peut être utilisé dans différents contextes, mais il y a quand même la force de ces femmes qu'on ne peut pas écarter de leur nom. Et si on va directement au Sénégal, lorsqu'on dit mieux vaut mourir que devenir esclave, waouh, l'image des femmes de Nder nous vient à l'esprit. Oui, c'est justement d'elles que nous parlons. Et puis, c'est une histoire de bravoure teintée un peu de tristesse. Sinon, j'ai envie de dire de beaucoup de tristesse quand j'ai lu ce que tu as proposé dans ton livre. Oui. Voudrais-tu nous en dire un peu plus là, s'il te plaît? Oui, en fait, les femmes d'Ender au Sénégal, ce sont les femmes qui ont refusé de devenir esclaves. Justement, quand on parle de l'esclavage, souvent on voit les hommes blancs qui allaient sur le continent africain prendre les personnes noires, les amener sur d'autres continents, en Europe, en Amérique du Nord, et les utiliser comme des êtres non humains, des êtres sous-humains. Mais on oublie aussi qu'il y avait l'esclavage des Arabes qui venaient prendre les personnes noires aussi, les amener en Amérique du Nord pour aller les utiliser de la même façon que les Blancs le faisaient en Amérique du Nord et en Europe. Donc, ces femmes, ce sont les femmes qui ont refusé d'aller travailler, d'aller servir les Arabes en Afrique du Nord. Donc, elles ont préféré mourir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quand les hommes n'étaient pas là, les personnes, les morts de la Mauritanie, se renseignaient et venaient pour arracher les femmes, les hommes et les enfants pour aller les vendre comme esclaves en Afrique du Nord. Donc, en 1819, ces femmes ont organisé la résistance. C'est-à-dire qu'elles ont refusé de partir. Ce qu'elles ont fait, quand elles ont entendu que les morts arrivent, elles ont fait des bruits. Et quand elles ont vu qu'elles n'ont pas pu résister, parce qu'encore une fois, on fait affaire avec les Arabes qui étaient beaucoup plus armés, beaucoup plus organisés du côté militaire que les personnes qui lissaient les menaces
notamment les Sénégalais. Donc, les femmes ont pris les enfants et les personnes âgées et sont allées les cacher quelque part. Et puis, ils sont venus se battre. Malheureusement, ils ont échoué. Et quand ils ont vu qu'elles étaient sur le point de se faire ramasser, ils se sont mis dans une maison. Et comme tu l'as déjà dit, c'est vraiment une tragédie. C'est une histoire qui a mal fini. Comme l'histoire des Amazones, par exemple. C'est une histoire qui a mal fini aussi. Les Amazones se sont fait tuer. Les colons français les ont tués. Même pour les femmes, ces femmes qui ont résisté, elles ont aussi dit, vous savez quoi, vaut mieux la mort que l'esclavage. Donc, elles ont pris leur propre vie, malheureusement. C'est ça, vraiment, ça a été poignant lorsque je lisais cela et puis j'ai dit waouh, il fallait vraiment une certaine dose de bravoure, de fierté, d'identité, d'attachement à son peuple, à son sol, à son territoire. Justement, quand Pascasie parlait, elle disait le mot mort. Mort, oui, pour l'orthographe, parce que vous nous écoutez, c'est M-A-U-R-E. Voilà, un mort, généralement, ces personnes, comme on dit, les guerriers esclavagistes venaient de la Mauritanie actuelle. Mort, Exactement. mort. M-A-U-R-E. Et justement, nous allons continuer avec toujours les morts, toujours au Sénégal, mais cette fois-ci avec une aussi qui s'est positionnée positivement, bien sûr. C'est la reine de Waalo, sinon la reine Waalo, Ndaté Yala. Ndaté Yala. Ndaté Yala, c'est une autre reine qui a su comment utiliser différentes stratégies pour protéger son peuple. J'ai remarqué ça même. Elle a épousé son opposant. Elle est allée jusqu'à épouser son opposant. Imaginez être la femme de quelqu'un qui vient pour dominer ton peuple, juste en cherchant la paix, juste pour protéger son peuple. Elle est allée jusqu'au point d'être la femme d'un mort. Vous voyez? C'est une autre stratégie qu'elle a utilisée. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et à cette époque, parce que là, on parlait des années 1810, 1860, il y avait à la fois les morts, mais il y avait aussi les Français. Donc, les Sénégalais étaient menacés par les morts qui cherchaient les esclaves et ils étaient en même temps menacés par les Français qui cherchaient à occuper le territoire, notamment le Sénégal, et tracer les chemins liant les différentes villes sénégalaises, les différents villages, je dirais, sénégalais de l'époque. Donc, cette femme a vraiment essayé de s'aligner du côté des morts pour lutter contre les Français, mais ça n'a pas marché ni du côté des morts, ni du côté des Français. Et encore une fois, ce qui faisait en fait un problème pour les guerrières et les gens qui défendaient nos territoires à cette époque, c'était la faiblesse du côté de l'armée. Parce que les gens venant de l'étranger étaient forts militairement dans le sens d'avoir les équipements beaucoup plus sophistiqués. Donc elle, malgré ses stratégies, elle a fini par échouer. Malheureusement, heureusement, nous sommes là pour apprendre aussi de l'histoire et puis savoir aussi continuer dans le présent. Justement aussi, c'est la justesse de ce livre de Pascasie, Minani Passy, les femmes dans l'histoire en Afrique noire, dans l'armée et en politique de la période précoloniale à aujourd'hui. Nous apprenons ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché dans le passé aussi, pour mieux rebondir dans notre vie contemporaine, je dirais. Justement, une autre aussi qui inspire plus d'une personne, c'est la reine Abra Pokou, Côte d'Ivoire. Ça, je me suis senti concerné parce que je suis du peuple baoulé. Ah bon? Oui, je viens de la Côte d'Ivoire et encore, je suis de son peuple baoulé. Alors là, donc tu m'as enseigné.
tu m'as enseigné. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, c'est ce qu'on demande aux Africains. Allez-y aussi apprendre des autres Africains. On ne doit pas rester chez soi, par exemple au Burundi, au Rwanda, et apprendre seulement pour ces peuples. On peut aller aussi ailleurs. Et Pascasie, tu l'as si bien fait, parce que tu m'as enseigné. Moi, le baoulé, j'ignorais plein de points là. Voilà, parle-nous un peu de ma reine, Ablapoku. La reine Abra, vraiment, moi-même, elle m'a touchée. Elle m'a touchée sa compassion, son amour pour sauver le peuple. Hein. C'est une reine qui ne pouvait pas succéder, en fait, ne pouvait pas diriger quand c'était son moment de diriger parce que, selon les coutumes, elle n'avait pas d'enfant et elle n'arrivait pas à concevoir. Donc, il a fallu avoir un enfant plus tard pour qu'elle puisse avoir accès, pour qu'elle puisse être considérée comme une figure capable de diriger son peuple. Elle n'a pas laissé ces obstacles liés à la coutume la décourager en disant que je suis une femme, je n'ai pas d'enfant, je laisse tomber, que aux autres de continuer. Non, elle a gardé l'espoir et quand c'était le moment pour elle de diriger, il y a eu un test aussi qui s'est présenté. Et à mon avis, ça c'est le deuxième test. Je ne sais pas si c'est une histoire qui s'est passée, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on nous raconte. Apparemment, en quittant le Ghana actuel vers la Côte d'Ivoire actuelle, elle a fait face à une rivière qui n'a pas voulu laisser son groupe traverser. Et selon l'histoire, la rivière a demandé un sacrifice. Elle a regardé autour d'elle pour voir s'il y a quelqu'un qui va se donner, s'il y a quelqu'un qui va donner son enfant. Personne n'a bougé. Et elle a dit, je comprends. Une reine, c'est un exemple. Donc, je dois donner mon fils unique. Elle a eu un fils un peu plus tard. C'est pas une femme qui a eu son fils à 20 ans. Non. C'est une femme qui a eu son enfant à l'âge un peu avancé. Mais malgré ça, l'amour qu'elle avait pour son peuple, l'amour qu'elle avait pour voir son peuple traverser, quitter le Ghana pour aller fonder une nouvelle nation ailleurs, l'a poussée à donner son fils comme sacrifice. Alors ça m'a touchée vraiment. Ça m'a touchée parce que je me suis dit, waouh. Il y a le discours qu'elle a prononcé. Avant de faire ça, elle a dit, Kouakou, mon unique enfant, pardonne-moi. Mais j'ai compris qu'il faut que je te sacrifie pour la survie de notre tribu. Plus qu'une femme ou une mère, une reine est avant tout une reine. Vraiment touchant. Un acte sacrificiel de Abrapoku. Quel amour pour ton peuple. Ouais. Et j'espère qu'on va continuer à voir les dirigeants, femmes et hommes qui ont l'amour pour son peuple en Afrique. Parce qu'on a besoin de ça. Les gens qui se sacrifient pour les nations. C'est ça. Merci encore. Il est 18h01, heure de l'Est, 22h01, temps universel. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons. L'émission, c'est les productions. Sinon, c'est la production qui s'appelle Les Rendez-vous GK. Et c'est chaque jeudi de 17h à 18h30 maximum, 21h, 22h30. Aujourd'hui, nous recevons Pascasie Minani Passy. Elle est auteure, elle est doctorante, elle est professeure à temps partiel. Elle est à son 3e livre qui aujourd'hui est à l'ordre du jour. Les femmes dans l'histoire en Afrique noire, dans l'armée et en politique de la période précoloniale à aujourd'hui. Nous allons terminer en beauté, aller en Afrique de l'Est avec ce pays aussi emblématique qu'on appelle l'Éthiopie. Là-bas, nous avons 2 impératrices, Menetawaba et Taitu Betul. Là, j'ai beaucoup appris aussi. On dit qu'il y a l'une d'entre elles qui a vraiment posé des actes très forts. Et ces actes-là, c'est à 4 niveaux. Donne-nous un peu plus de détails. Oui, en fait,
au 19e siècle, il y a l'impératrice Taïtsu Bétu, notamment entre 1853 et 1918. Ça, c'est son moment. Cette femme, elle a marqué l'histoire de son pays. C'est vraiment une femme qui a influencé son époque et a pu apporter son apport à 4 niveaux, notamment en fondant la capitale du pays. Beaucoup de gens connaissent Addis Abeba, mais les gens ne connaissent pas l'histoire d'Addis Abeba. Personnellement, quand je vais au Burundi, je passe par Addis Abeba. Donc, je me dis, les gens me disent, ah, tu passes par où? Ottawa, Toronto, Addis. Mais j'ai parlé d'Addis juste comme ça. Je ne savais pas c'est quoi, ça vient d'où ce mot. C'est le mot qui vient de la langue amharique et c'est le mot qui veut dire... c'est le mot qui vient de la langue amharique qui signifie la nouvelle fleur. Donc, a vu sa ville et a vu une fleur dans la ville. Et elle a nommé sa ville Addis Abeba. C'est aussi une femme qui a construit la toute première église. Vous voyez, à son époque, elle a été vraiment capable de construire quelque chose qui jusqu'à maintenant reste un lieu historique. Oui. Imam Church, qui a été construite en 1885, ça reste un lieu touristique qui attire beaucoup de personnes venant de l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui vont juste pour voir cette première église qui a été construite en Éthiopie. Ça aussi, elle a construit le premier hôtel. Autrement dit, elle pensait aux gens qui vont venir de l'étranger et où ces gens vont loger. Il faut construire un hôtel pour ces gens. Bref, c'est une femme aussi qui a lutté contre l'occupation des Italiens. Vous le savez très bien qu'on dit que dans l'histoire de l'Éthiopie, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Les Italiens ont essayé de dominer, mais n'ont pas vraiment colonisé. Et cette femme a joué un rôle très, très important dans la résistance de la colonisation de son pays. Intéressant ça, intéressant. Merci encore. Merci beaucoup. Je pense que on a fait le tour. On a parlé de Burundi, Rwanda, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Angola, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire et Éthiopie. Si je me trompe, est-ce qu'on n'a pas touché là à aucun de ces pays, à l'un des pays là? Je pense qu'on a fait le tour là. Oui, on a déjà fait le tour du deuxième chapitre. Merci beaucoup à toi, Pascasie. Avant de poursuivre avec d'autres questions, après ce tour-là d'horizon, là, parce que nous voudrions inviter les auditrices et auditeurs à s'acheter le livre et à lire, qu'est-ce que tu voudrais dire comme conclusion partielle à ce niveau? La conclusion partielle, c'est de montrer le courage des femmes d'Afrique noire durant cette période qu'on apprend. En fait, on n'apprend pas beaucoup sur les choses positives qui se sont passées durant cette période à ce qui concerne le caractère de qui on est en tant que personne noire, qui on est en tant que femme noire. C'est ça notre personnalité. Nous sommes des activistes, et nous sommes des personnes qui protègent nos territoires, nous sommes des personnes qui ont l'amour pour les différentes nations, etc. Donc, pour conclure, ça c'est vraiment un travail de début. Je ne dis pas que j'ai touché toutes les nations ou toutes les sociétés qui existaient durant la période précoloniale, mais je laisse aussi la chance aux autres chercheurs d'aller faire la suite. Sinon, moi, je ferai la suite. Donc ça, ce sera le premier volume et le deuxième volume viendra un jour. C'est ça, on t'y encourage. Oui, elle a parlé et moi, je retiens que cette décolonisation, qu'on pourrait appeler une décolonisation intellectuelle ou conceptuelle aussi, va nous aider à nous libérer ces esprits-là et que nous voyons l'importance une fois encore, une fois de plus, de l'éducation. Oui, qui suppose aussi une meilleure connaissance de l'histoire, notre histoire africaine. Merci encore à toi, Pascasie. On va marquer une petite pause pour souffler un peu, pour que aussi tu prennes une gorgée d'eau et nous allons revenir pour la conclusion, ok? Merci. À tantôt. À tantôt.
Merci à toi, Pascazi, de nous ouvrir grandement les esprits. Nous sommes heureux de te recevoir comme invité. Radio 4 saisons, cette radio communautairement mondiale, a décidé de l'inviter à l'occasion de la parution de son 3e livre intitulé Les femmes dans l'histoire en Afrique de l'Ouest, dans l'armée, en politique, de la période précoloniale à aujourd'hui. Et n'oubliez pas, c'est un livre qui explore l'activisme des femmes d'Afrique noire durant les périodes précoloniales, coloniales et post-coloniales. Merci d'acheter son livre. Il est disponible aux éditions Sepia. Et justement, elle nous montre la voie, la bonne. Et Papa Wemba, une référence au plan musical, nous montre aussi le chemin. Ce chemin qui vaille la peine d'être emprunté. Show me the way! Show me the way! Parce qu'Azi le fait si bien déjà. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Oh oui, achetez le livre de Pascazi. Vous allez sortir de l'obscurité intellectuelle et vous projeter dans le futur. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Bienvenue sur la radio 4 saisons.
Les rendez-vous JK, c'est avec Guillaume Kofi. Merci, vous êtes toujours sur La Baie des Belles. Vous avez fait le bon choix. Et bien sûr, pour les personnes qui nous écoutent depuis le début, vous avez noté, vous avez remarqué aussi que notre invité, Pascasie, a fait un travail de fourmi. Elle a si bien dit, juste avant la petite pause musicale, c'est sa contribution. Elle attend aussi d'autres contributions. Et comme on le dit dans le milieu intellectuel, c'est dans la confrontation des idées que la vérité, encore si elle existe, la vérité va rejaillir. C'est la modeste contribution de Pascasie, justement le 3e livre dont il s'agit. Je vous rappelle le titre, Les femmes dans l'histoire en Afrique de l'Ouest, est sous-titré Dans l'armée en politique de la période précoloniale à aujourd'hui. Nous nous sommes appesantis sur le chapitre 2 qui met en exergue plusieurs femmes qui ont combattu, qui ont défié l'envahisseur, le colonisateur. Elles ont tenu à sauver leur peuple, respectivement. Elles nous font honneur, nous sommes fiers d'elles. Pascasie est là, elle revient pour nous dire au revoir, justement. Et puis Pascasie, nous sommes heureux de t'avoir ici encore. Et puis nous sommes heureux de savoir que tu vas revenir quand même là. Tu vas pas nous laisser comme ça là. Je vais revenir. Il y a beaucoup de choses à discuter. Je dois revenir. Juste une petite correction. C'est pas l'histoire, les femmes dans l'histoire en Afrique de l'Ouest. C'est en Afrique noire. C'est-à-dire c'est différentes sociétés du continent. C'est ça. Les femmes dans l'histoire en Afrique noire. Voilà. Elle a si bien dit. Et je répète, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Oui, Pascasie, avant de te laisser partir définitivement, quel serait ton mot de fin? Le mot de fin, j'invite vraiment les personnes, non seulement les personnes noires, mais aussi d'autres personnes, d'investir le temps, l'énergie et l'argent dans la littérature. Lire, faites la recherche. Parce qu'en fait, quand on lit sur les peuples, on change la façon de voir ces peuples. Tandis que quand on ne connaît pas grand-chose sur les gens, on tombe facilement dans les préjugés. À chaque fois, les médias nous montrent quelque chose de négatif. C'est cette chose négative qu'on va garder à l'esprit. Tandis que si on connaît l'histoire du courage de ces gens, on va dire non. Ça, c'est une période que ces gens sont en train de traverser, mais ça ne définit pas nécessairement qui ces gens sont. Donc, j'invite vraiment les gens d'investir dans... Mettez le temps dans la lecture. Ne vous contentez pas seulement d'aller sur Facebook pour lire l'histoire de tout un peuple. Non. Lisez les livres, lisez les articles. Bref, lisez. C'est ça. N'oubliez pas, vous pouvez toujours continuer aussi à faire vos recherches, mais ces recherches-là aussi, c'est aussi de lire les articles scientifiques, les bons livres, les livres qui sont déjà passés aussi par des maisons d'édition, justement comme celui de Pascasie. C'est vraiment une référence aussi. Voilà, ce n'est pas une publication faite sur un coup de tête là. Non, c'est tout un produit, un bébé né des recherches scientifiques. Merci Pascasie. Dis-nous, où est-ce qu'on peut trouver le livre? Comment s'en procurer par exemple? Pour les gens qui sont au Canada, peuvent me trouver sur Facebook. C'est facile, c'est Pascasie, Pascasie, Pascasie.
et mon autre famille, Minani, Minani, ou bien en tapant le titre du livre Les femmes dans l'histoire en Afrique noire sur Google, ils vont trouver d'autres lieux parce que si ces gens me contactent, on peut prendre un rendez-vous et je peux leur donner des copies en personne ou bien l'envoyer par poste. Les gens qui sont loin, c'est sur Amazon ou sur le site de l'Harmattan. Juste tapez le titre du livre et vous allez avoir plusieurs options. C'est Soit ça. en ligne sur Amazon, en ligne sur le site de l'Harmattan, soit en me contactant directement. Moi, je l'ai contactée et nous avons pris rendez-vous. On s'est rencontrés. Elle m'a donné le livre, j'ai acheté et puis on a pris une belle photo. Elle a continué à me motiver. Ce que vous ne savez pas, elle et moi, nous connaissons depuis plus de 7 ans maintenant. Là, c'est une motivatrice, quoi. À l'Université d'Ottawa. Ah non, non, non. C'est-à-dire, elle m'a motivé à des moments où j'en avais besoin. Elle m'a dit des mots forts. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Guillaume, tu vaux plus que ça. Tu vaux mieux que ça. Hein? Ça là, c'est trop peu là. Je vais pas vous donner tous les petits secrets là, toutes les petites choses là. Mais ça m'a touché dans mon, comme on dit, dans mon fort intérieur, dans ma fierté. J'ai dit, waouh. Et puis, grâce à elle, j'ai pu bien négocier un contrat. Et figurez-vous que le contrat là, je l'ai multiplié par 6 et on m'a payé ça. Alors que, vous imaginez, j'avais demandé, on va dire quoi, un 6e comme argent. Exactement, et ça revient encore une fois à ça. Quand on sait qui on est, on sait comment se prendre aussi. On C'est sait ça. comment imposer le traitement. Tu vas dire non, tu ne vas pas me traiter comme une personne moins chère parce C'est que ça. j'ai ma capacité intellectuelle à te vendre. Ouais, parce qu'Azie m'a dit non, 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 non. Le temps que tu as pris pour préparer tout ça, le temps de la présentation, et puis ton niveau intellectuel, avec tant de bacs, baccalauréat, bachelors, et puis une maîtrise, comment est-ce que tu peux te vendre comme ça, hein, Guillaume, hein? Merci encore, ma chère Pascasie. Merci encore. Et puis, Radio 4 Saisons est ravi de t'avoir. Est-ce que tu as un mot à dire concernant la radio, la chaîne? En fait, la chaîne, c'est ce que je te dis toujours, Guillaume. C'est vraiment, tu contribues beaucoup. Tu contribues beaucoup. Donc, cette chaîne, je suis fière de la chaîne et j'espère qu'elle elle va rester pour longtemps. J'espère qu'elle ne va pas disparaître un jour. Ça, c'est un. J'espère que beaucoup de gens vont partager les liens pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier, en fait, des émissions de cette chaîne. Merci beaucoup à toi, Pascasie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Bye. Oui. Écoutez. Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci à chacun de vous d'avoir pris rendez-vous, d'avoir accepté de rester en notre compagnie en ce jour. Nous avons reçu Pascasie Minani Passy
auteur de Les femmes dans l'histoire en Afrique noire. Les femmes dans l'histoire en Afrique noire, sous-titré dans l'armée et en politique de la période précoloniale à aujourd'hui. Nous avons étayé ce qui était comme figure, je veux dire les thèmes qui étaient principaux là. Et puis nous avons aussi parlé de ce qui est à savoir sur des figures emblématiques, très symboliques, très fortes aussi. Merci encore, je vous retrouve le samedi prochain. Je vais dire dans 2 jours là, dans l'émission Coupé Décalé Vibes. Mais en ce qui concerne la production, les rendez-vous GK, ce serait jeudi prochain donc. Moi, j'ai été heureux d'être ici. Et n'oubliez pas, avant de vous quitter complètement, j'ai une citation d'une grande écrivaine, comme on dit aussi. Elle est américaine, afro-américaine, poétesse. On dit poétesse ou poétesse. Toni Morrison, elle dit, je cite, « Je suis intéressé par la manière dont le passé affecte le présent et je pense que si nous comprenons beaucoup plus sur l'histoire, nous comprenons automatiquement beaucoup plus sur la vie contemporaine. » Fin des citations, vous avez tout compris donc. Justement, Pascasie était là pour nous faire comprendre l'histoire et mieux négocier notre présence ici, en ce temps présent. Merci, it's been a pleasure to be with you today. Je vous dis au revoir. On va se quitter en beauté avec Viva la musique et Papa Wemba, perdu de vue. Bye bye. I love you. Soki pena mwato Bija ya virunga Omemi motema nanga iwapi Natikali awa Uwa ya pamba Na belie estoma Mikolo na yo Ogisha Natikali awa Nelikia semoko Neleto kwelani Ogisha C'est pourquoi Natindi J'ai hâte ses parents Abonner la Ogisha ya Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Songa songa Ogisha nga wa mawa Songa o mama Tete nanga ya manga o papa Yode wanga wa mote Saka adina nga e galida o Zela bolingo Petito boda boda e dorise o Shananga o yeba Shane mukoko e mazo ze fololo Nage ya temoy Nako wa o papa Nako wa o mama Nako wa o shewa she Sheri soki okomi kuna Inga fololo moko Natia na poche ya blazer Na yebo uposa ninga te Kuna nenge otikanga Sango te liloba te Paradina biso panza Ogikamba Tinda letre ya pamba Ata ezangi adresse Na yebo zali ko existe Shewashi Na bengi kuna e anote o Moto mopa koyamba te Kuna nakini sango te o Moto mopa koyamba te Sheri soki okomi kuna Tinga fololo moko Natia na poche ya plaisir Na yebo bosa nenga te Bona ndenge otikanga Sango te liloba te Paradis na biso opanza Okikamba Tinda letre ya pamba Ata ezangi l'adresse Na yebo zali ko existe Vous êtes branchés sur la radio du monde. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Louison Moukoko Okia Koko Moro et Rombo Switzerland
Jacques Moulele, le doyen de la SAP. Eveline Ngongole. Arthur une semaine, n'est-ce pas Mola, japonais au Quito, Roger Niwa. Bongo Jurango, Tokuta na référence, et pas ya Soso Pembe, Elou. Isabelle Njongo, Sylvie Mala, Meise Panga, Lekiamoto, Tosolo la Liso. Toutes les saisons, captez Radio 4 saisons. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Jamol, en pole position. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification. Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée, Radio 4 saisons.